Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité, qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Thierry Santa, le président du Congrès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes candidat à votre succession lundi à l'occasion du renouvellement du président du Congrès. C'est tous les ans. Il faut un candidat loyaliste, unique, expérimenté et consensuel. C'est ce que disait hier le Rassemblement et le MPC dans une conférence de presse. Loyaliste, unique, expérimenté et consensuel. Est-ce que c'est votre portrait robot, Thierry Santa ? Ce portrait robot, je ne sais pas, mais en tout cas, le message qu'on a voulu faire passer à l'occasion de cette conférence de presse hier était effectivement la nécessité d'avoir un candidat unique loyaliste, de manière à garantir une présidence loyaliste du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et la proposition est donc de me reconduire dans ces fonctions, parce qu'effectivement, j'ai pas entendu, durant les 3 années d'exercice qui ont été les miennes, de reproches de la part d'aucun de mes collègues sur la manière dont je gérais cette assemblée. Donc c'est au titre de cette expérience notamment que vous sollicitez un nouveau mandat. On rappelle que l'élection se fait à la majorité absolue pour les 2 premiers tours de scrutin, que la majorité relative suffit pour le 3e tour. En fait, le risque, s'il y a plusieurs candidats non indépendantistes, c'est qu'au 3e tour, à la majorité relative, ce soit un candidat indépendantiste qui soit élu. C'est bien ça. C'est bien ça. Le fait est que sur les années précédentes, les indépendantistes ont quasi systématiquement réussi à proposer des listes communes, ou en tout cas à se mettre en ordre de marche pour soutenir un seul candidat indépendantiste. Et vous venez de le dire, c'est une élection en 3 tours, avec un 3e tour à la majorité relative. Donc si face à ce candidat indépendantiste unique, il y a plusieurs candidatures loyalistes, il est probable que, en majorité relative, le candidat indépendantiste devienne président du Congrès. Puisque vous êtes 29 élus non indépendantistes et ils sont 25 élus indépendantistes. Alors, on a envie de vous dire forcément, il y a déjà eu un président indépendantiste au Congrès, c'était Rocco Mitan. Ça s'est bien passé globalement. Pourquoi ne pas tenter le coup de faire réélire un président indépendantiste à la présidence du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ? Mais je crois que le contexte n'est pas du tout le même entre le moment que vous évoquez à l'époque où Rocco Mitan avait été élu président du Congrès. On était dans une période où nous-mêmes, le Rassemblement, souhaitions travailler sur une nouvelle solution consensuelle. Rappelez-vous, une solution consensuelle qui maintienne la Calédonie dans la France. Ça a été le projet du Rassemblement pendant de nombreuses années, et pour cela, il fallait créer les chemins du dialogue pour avancer sur cette proposition-là. Le constat est que finalement tout le monde a refusé cette proposition-là et qu'aujourd'hui on se retrouve face à un référendum binaire. Parce que dans la solution que nous envisagions, il s'agissait bien d'un référendum sur, encore une fois, une solution consensuelle qui maintienne la Calédonie dans la France. Là, on est face à un référendum binaire. Le contexte n'est pas du tout le même. Il faut absolument, à mon sens, que les positions de chacun soient claires. On n'est aujourd'hui pas dans une situation de négociation ou de discussion, on est dans une situation où il faut se positionner les uns et les autres en fonction de nos convictions. Nous, on a une conviction d'une Calédonie française, on défend cette conviction à l'occasion de toutes les rencontres que nous avons avec la population calédonienne. J'entends que les indépendantistes font de même de leur côté pour expliquer aux Calédoniens l'intérêt d'être indépendants. Ça, c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. On reprendra le dialogue le lendemain du référendum, quand les populations calédoniennes se seront prononcées en tenant compte de ce résultat, du référendum. À ce moment-là, il sera temps de rentrer en phase de négociation ou de discussion, en tout cas, sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, lui, soit présidé par un non-indépendantiste pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça va complètement dans la logique de ce que je vous dis. Il faut que les choses soient claires dans l'esprit de la population. On en parlera certainement tout à l'heure. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai quitté ce fameux G10. Je sais qu'il se réunit ce matin. Il est réuni depuis ce matin, oui. Mais on en parlera après si vous voulez bien. Il faut que les choses soient claires dans l'esprit de la population. Soit on est indépendantiste et on défend un projet d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, soit on ne l'est pas et on défend un projet d'une Nouvelle-Calédonie française. C'est notre cas. Et je considère que même pour l'élection d'un président ou du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui le Congrès est majoritairement non indépendantiste, la logique veut que tous les partis non indépendantistes fassent élire un président non indépendantiste. C'est le contexte d'aujourd'hui et c'est celui-là que nous devons garder à l'esprit. Alors les indépendantistes sont 25 au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie avec 2 groupes, l'UCF-LNKS et nationalistes et l'UNI, plus un non-inscrit, Basile Citré. Ils arrivent à chaque fois pour le Congrès à présenter un candidat unique. C'est Rocco Mitan. Vous êtes 3 groupes non indépendantistes, plus un non-inscrit. Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas ? Est-ce que vous avez discuté ensemble pour essayer de vous mettre d'accord sur un candidat ? C'est bien l'appel que je lance à mes collègues non indépendantistes en faisant la démarche qui est la mienne aujourd'hui.
Je considère que effectivement, j'ai exercé ces fonctions pendant 3 ans. A priori, encore une fois, j'ai pas eu de reproche de la part de qui que ce soit sur la manière de gérer cette assemblée. Je vois pas l'intérêt qu'aurait un groupe non indépendantiste au Congrès à soutenir un autre candidat, sauf éventuellement à vouloir peut-être me sanctionner de certaines positions que j'ai prises ces derniers temps concernant le fameux G10, l'exposé des motifs, la charte des valeurs, enfin tout ce qui est discuté en ce moment. Donc je vois vraiment pas l'intérêt de bouleverser le fonctionnement de notre institution qui pour l'instant se passe bien. Et bien sûr, si je suis réélu lundi, je continuerai à l'exercer de la même manière, avec toute l'objectivité qui a été la mienne pendant ces 3 dernières années, avec toute la neutralité qui a été la mienne ces 3 dernières années. Et ça sera la même chose l'année prochaine si je suis réélu. Oui, mais à l'inverse, est-ce que vous êtes, votre groupe, le Rassemblement, le MPC, a 6 élus au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que Calédonie Ensemble, qui est le groupe non indépendantiste le plus important, n'est pas fondé à revendiquer la présidence du Congrès? Il a le plus d'élus, il doit présider l'institution. Mais je vous repose la question, Madame Noir. Quel serait l'intérêt de Calédonie Ensemble de créer à nouveau des tensions au sein des groupes non indépendantistes au sein du Congrès, sauf, encore une fois, à vouloir sanctionner X, Y, Z, sauf à vouloir, pourquoi pas, envisager également l'élection d'un président indépendantiste, parce que c'est ce qui peut se passer en finale si plusieurs candidatures loyalistes sont maintenues jusqu'au 3e tour. Je le répète, c'est le candidat indépendantiste qui sera élu. Donc, quel serait leur intérêt à créer ces difficultés à la veille d'un référendum aussi important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Une réaction à l'éclatement de la plateforme, peut-être? Ça a dû les contrarier que vous quittiez la plateforme, vous et le MPC? Alors, vous savez, moi j'ai entendu en début de semaine, enfin plutôt dimanche soir, Madame Backès, au nom des Républicains calédoniens, dire elle-même qu'elle souhaitait un candidat unique. Hier, on a fait une conférence de presse avec le MPC où, ensemble, on a également évoqué cette nécessité pour la présidence du Congrès. Pour l'instant, j'ai pas entendu la réaction de Calédonie Ensemble, donc on verra. Peut-être que ce week-end, ils s'exprimeront et ils donneront leur avis. Alors, sur Langue de Bois, on cite beaucoup le nom de Gaël Liano qui pourrait présenter sa candidature, même s'il ne l'a pas encore dit officiellement. Il pourrait être soutenu par Calédonie Ensemble, ça non plus, c'est pas un secret. C'est un scénario possible, selon vous? C'est un scénario probable? Comment est-ce que vous l'envisagez? Et comment est-ce que vous réagiriez dans ces cas-là? C'est effectivement une rumeur qu'on entend tous. C'est toujours la même question. Pourquoi remettre en cause ce fonctionnement actuel? Quel intérêt aurait Gaël Liano à se positionner face à ma candidature? Quel intérêt aurait Calédonie Ensemble à soutenir la candidature de Gaël Liano, sauf à prendre le risque de faire élire un président indépendantiste? C'est bouleverser le fonctionnement de notre institution, qui aujourd'hui est une institution que j'ai essayé de gérer en ayant à l'esprit que le Congrès doit rester un lieu de débat politique et pas un lieu de combat politicien. Et là, ce genre de manœuvre ressemble, à mon avis, davantage à du combat politicien. Le Congrès doit rester, je le répète, le lieu du débat politique par excellence en Nouvelle-Calédonie. C'est là où puissent être évoquées toutes les opinions, toutes les idées, que chaque conseiller puisse argumenter autant qu'il le souhaite le projet de texte qui est en face de lui, que les autres conseillers entendent et écoutent ce que dit le conseiller qui s'exprime, et que tous ensemble, on essaye de trouver un équilibre et un vote, si possible, unanime à l'issue. Ça, c'est ma façon de fonctionner depuis toujours, et ça restera cette façon de fonctionner à l'avenir. Il y en a d'autres. Quel serait, encore une fois, l'intérêt d'avoir un autre président du Congrès, sauf à avoir des idées derrière la tête, quoi. On a connu des présidences de Congrès plus partisanes ou plus agitées, où vous avez vraiment imprimé une marque particulière, selon vous, depuis 3 ans au Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Ce que je ressens, en tout cas, c'est que entre la première année d'exercice en 2015 et puis la dernière, donc celle qui vient de s'écouler, j'ai senti une évolution dans la manière dont les choses se sont passées au sein de l'Assemblée. La première année a été un peu plus vigoureuse, je vais dire ça comme ça. J'ai été obligé de prendre même des sanctions à l'encontre de certains de mes collègues. Et je crois que finalement, cette façon de faire s'est diffusée au sein de l'Assemblée et a permis maintenant d'avoir des débats
apaisé, posé, même en opposition, mais surtout dans le respect de nos collègues. Et chacun, donc, finalement, je crois, le sentiment, en tout cas c'est ce que j'essaie de faire, de pouvoir s'exprimer jusqu'au bout et de pouvoir développer ses arguments jusqu'au bout, de manière à ce qu'au final, une décision soit prise en toute connaissance de cause de la part des 54 membres de l'Assemblée. Mais tout de même, alors vous mettez en avant effectivement ce côté consensuel, le fait de vouloir avoir des débats apaisés au sein du Congrès. Vous dites c'est pas le lieu du combat politique, mais du débat politique. Dans une assemblée comme celle-là, c'est le seul endroit en fait où sont représentés tous les groupes politiques. Est-ce que c'est pas normal que les débats soient parfois un peu vifs, qu'il y ait des invectives, qu'il y ait des échanges un peu violents entre guillemets? Alors, moi, j'ai toujours été convaincu qu'on a la possibilité de pouvoir s'opposer sans s'agresser. C'est comme ça que je conçois la politique. C'est un débat d'idées avant tout, et pas une opposition de personnes. C'est d'abord une opposition d'idées. Chacun doit pouvoir développer l'idée qui est la sienne. Personne ne peut avoir la certitude de détenir la vérité, et par un échange justement, on peut éventuellement évoluer chacun dans l'idée qui est la nôtre au départ. C'est comme ça que je conçois le principe politique. En tout cas, c'est comme ça que moi je veux l'appliquer. Et ça n'empêche que chacun peut être ferme dans ses convictions, dans ses positions, et parfois peut-être les exprimer de manière un peu plus forte. Mais tant que ça reste courtois et respectueux, les choses se passent. Si d'aventure ça dépasse, ça déborde, on va dire, je prends les mesures qu'il faut pour empêcher que ça ne dérape et qu'on arrive à des reproches de personnes. Ça, c'est quelque chose que je n'accepte absolument pas au sein de l'Assemblée. Et il n'y a pas de frustration de la part des élus? Il n'y en a pas qui vous reprochent justement de ne pas prendre parti suffisamment, de ne pas suffisamment bien traiter peut-être les élus de votre camp, d'être plus gentil avec les autres Il faudra leur poser la question, Madame Noire. Moi, je vous dis que c'est la manière dont je fonctionne et je ne conçois pas une manière de fonctionner différente. On a après d'autres espaces au sein desquels, on peut s'exprimer différemment. Je pense médiatique ou autre, ou Internet ou tout ce qu'on veut. Voilà, chaque chose à sa place. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, c'est une instance de débat politique où chacun doit pouvoir s'exprimer et écouter l'adversaire. Pour revenir quand même d'un mot sur cette fameuse séance de lundi avec l'élection du président du Congrès, il y a le risque, dites-vous, de l'élection d'un président indépendantiste au troisième tour à la majorité relative. Est-ce qu'on ne peut pas penser, s'il y a plusieurs candidats non indépendantistes, qu'il y ait des désistements pour éviter justement l'élection au troisième tour d'un président indépendantiste? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez, ou est-ce que c'est prématuré tant qu'on n'a pas la donne du nombre de candidats? Moi, je crois que la meilleure solution, c'est qu'il n'y ait qu'un seul candidat non indépendantiste dès le départ. Je plaide pour ma paroisse, mais ça me paraît tellement logique que si c'était pas le cas, c'est qu'à mon sens, il y a d'autres idées derrière, un autre candidat loyaliste. Après, l'objectif, c'est effectivement d'arriver de toute façon, quoi qu'il arrive, à un seul candidat loyaliste au troisième tour. C'est clair. Vous savez, comment dire, je cherche mes mots, excusez-moi, mais il ne s'agit pas de discuter d'un poste. Il s'agit de faire en sorte que l'Assemblée du Congrès de la Nouvelle-Calédonie fonctionne de manière apaisée, même dans ce contexte un peu difficile qui est le nôtre aujourd'hui. À l'approche du référendum, on est à 100 jours, jour pour jour aujourd'hui, du référendum à venir. Il y aura forcément des tensions qui vont apparaître au fil du temps, plus on va approcher de l'échéance. Et donc l'objectif, je crois, c'est que le Congrès, lui, reste cette instance de débat où des sujets extrêmement importants pour le quotidien des Calédoniens vont être mis sur la table. Je pense au RUAM, je pense à la TGC à venir, où là, il faut faire en sorte, j'en suis convaincu, d'éviter que la tension extérieure liée à la préparation du référendum à venir, finalement, se retrouve au sein de l'hémicycle et que certains de nos collègues se servent du Congrès comme une vitrine pour une campagne référendaire. Justement, d'ici dans ces 100 jours, d'ici le 4 novembre, le Congrès sera amené une fois de plus, ou votre rôle est fini dans la préparation du référendum? Ça y est, vous n'avez plus à vous en occuper directement. Il n'y a plus de textes qui soient relatifs à ce référendum qui doivent passer devant le Congrès. Aujourd'hui,
tous les textes qui ont été nécessaires pour surtout préparer la liste électorale, puisque ça a été la liste électorale et l'organisation du référendum ont tous été votés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Tous les avis ont été donnés, parce que ce sont des textes nationaux sur lesquels le Congrès donnait des avis. Vous avez fixé la date aussi? La date a été donc fixée avec l'exposé des motifs qui l'accompagnait, mais bon, on en parlera si vous voulez. Enfin, tous ces textes-là ont été adoptés et normalement, sur les 3 mois qui viennent, il n'est pas prévu d'autres textes à présenter au Congrès en la matière. Si on part un peu en arrière, vous présidez le Congrès depuis 2015. Les moments forts, les textes importants, essentiels, qui ont pu être votés sous votre présidence, les grands moments dont vous vous souvenez? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y a eu d'abord la séance, je me souviens, du Congrès, où le Congrès a donné un avis sur la politique minière calédonienne, et en particulier la politique d'exportation des minerais. Après le blocage, débat. Il y avait eu un blocage, rappelez-vous, de la ville par les rouleurs, et puis ça avait engendré effectivement de longs débats. Avec, contrairement à ce que j'expliquais tout à l'heure, hélas, ce jour-là, on n'a pas atteint d'unanimité, de consensus. Bien au contraire, ça a été la seule fois depuis même les 3 ans qui viennent de s'écouler où il y a eu un vote à égalité. C'est-à-dire 27-27, et finalement, c'est la loi du président qui a été prépondérante. Avis que le gouvernement, à l'époque, n'a pas suivi, mais c'est une autre histoire. Je me rappelle aussi de longs débats, de très très longs débats et de nombreux amendements sur le texte sur l'emploi local dans la fonction publique. Ça a été, je pense, celui qui a eu le plus d'amendements. On a eu 71 amendements, si ma mémoire est bonne, sur la loi du pays. Et ensuite, il y avait la délibération qui l'accompagnait, avec des débats qui ont duré une 12aine d'heures. Et là, par contre, c'est pour moi un exemple de ce que je disais, c'est-à-dire on a commencé avec des positions vraiment diamétralement opposées entre les indépendantistes qui exigeaient que la fonction publique calédonienne ne soit ouverte que aux citoyens calédoniens, et puis de l'autre côté, les non-indépendantistes que nous étions, qui préféraient un système qui tienne compte de la tension du marché calédonien, du marché du travail calédonien, avec, en fonction du niveau de formation nécessaire dans les emplois concernés, une ouverture plus ou moins forte à des personnes extérieures à la Nouvelle-Calédonie. Et tout ça a duré une 12aine d'heures pour en final voter à l'unanimité, après 71 amendements au texte présenté par le gouvernement, voter à l'unanimité le texte de l'emploi local sur la fonction publique. Après, je me rappelle aussi de débats intéressants sur le schéma de transition énergétique, qui est quand même quelque chose d'important pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. De débats aussi très intéressants sur le projet éducatif calédonien, qui a intégré un certain nombre de dispositions au-delà de ce que la métropole, au-delà de ce que nous exige, entre guillemets, le système scolaire métropolitain. Je me rappelle aussi du texte sur le plan territorial de prévention de la délinquance, qui est un sujet quand même extrêmement important aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il faudra bien trouver des solutions pour minimiser les problèmes de délinquance, en particulier chez les mineurs. Donc il y a eu vraiment un certain nombre de textes très importants, et on en a, je le répète, je disais tout à l'heure, 2 qui, à mon sens, auront un impact énorme sur le quotidien des Calédoniens, qui sont donc le renflouement du financement de notre santé, du REAM, et puis la TGC qui va avoir un impact sur les entreprises, hélas, peut-être calédoniennes. Alors le REAM, ça rentre aussi dans le dossier plus large de la réforme du système de santé calédonien. Il y a plusieurs commissions plénières qui se sont réunies sur ce sujet. Avec une question aujourd'hui, est-ce qu'il faut trouver des solutions au déficit du REAM dans l'urgence, ou est-ce qu'il faut d'abord retravailler sur la gouvernance de la CAFAT? Est-ce que la balle n'est pas dans le camp du Congrès aujourd'hui, et comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution? Parce que là, il y a des avis très divergents. Alors, sur ce sujet-là, donc il y a eu effectivement d'abord plusieurs commissions plénières qui se sont réunies. Une commission plénière, c'est le président du Congrès qui préside ces commissions. Et c'est des commissions qui réunissent finalement toutes les commissions intérieures du Congrès, autrement dit les 54 membres. Et c'est à huis clos. Donc c'est à huis clos. C'est pas une séance publique, c'est une commission plénière. On travaille entre nous avec déjà un phénomène que j'ai pas compris, dans le sens que à l'avant-dernière commission, c'est-à-dire le 12 juillet dernier, le gouvernement donc est arrivé devant nous en nous demandant de prendre le plus vite possible un texte, une délibération cadre qui faisait suite aux préconisations de l'inspection générale des affaires sociales de l'IGAS. Du rapport de l'IGAS. Et qui concerne donc la refonte de toute la gouvernance du système de santé calédonien.
qui sur le fond est quelque chose d'extrêmement intéressant à mon avis, et sur lequel bien sûr il faudra travailler. Mais c'était quand même un petit peu paradoxal avec ce dont on parlait jusqu'à maintenant, qui était le déficit du système de santé, du RUAM en particulier, où on arrive aujourd'hui clairement avec des chiffres un peu plus précis qui n'étaient évoqués au départ, à un déficit entre 4 et 5 milliards par an. On parle de cessation de paiement, c'est vrai, ça pourrait être... On avait dit le mois d'août, on y est. Et la CAFAT le redit encore. Et le constat que je fais, c'est que le gouvernement a mis les manettes à fond sur la refonte de la gouvernance du système de santé, mais on a le sentiment que finalement la situation financière du RUAM est passée en second plan. Alors qu'à mon sens, la logique voudrait que ce soit l'inverse. Les mesures de gouvernance auront un impact, forcément, sur le système et donc le financement du système de santé, mais à moyen terme, voire à long terme. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où la CAFAT annonce une cessation de paiement si on ne trouve pas 4 milliards pour renflouer ses caisses. Et la CAFAT qui vous accuse... qui dit à peu près clairement que c'est parce que les élus du Congrès ne veulent pas prendre des mesures impopulaires aujourd'hui. Alors ça me surprend. J'ai entendu effectivement ce discours de la CAFAT, ça me surprend, puisque lors de cette commission du 12 juillet dernier, le Congrès a donné un avis finalement sur le catalogue que le gouvernement nous avait présenté des différentes mesures d'économie d'une part ou de ressources nouvelles d'autre part. Des mesures, y compris des mesures qui sont normalement de la compétence du gouvernement. Donc tout ça, un avis a été donné par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Donc je ne comprends pas aujourd'hui que le gouvernement n'ait pas pris les dispositions correspondantes, déjà en ce qui le concerne, puisqu'on parle d'arrêté du gouvernement. Donc là, c'est des décisions que le gouvernement doit prendre à son niveau. Et bien sûr, après, derrière, des délibérations et des lois du pays. Et là, par contre, c'est le Congrès qui en est compétent. Mais encore faut-il que les textes arrivent sur le bureau du Congrès. Et pour l'instant, au jour où je vous parle, je n'en ai pas vu la couleur. Donc c'est ce que vous demandez au gouvernement, ce que vous demandez au président du gouvernement, de préparer des textes pour sauver le RUAM ? Ça me paraît la moindre des choses, enfin ça me paraît nécessaire aujourd'hui, oui. Alors, autre gros dossier, c'est celui de la TGC, vous y faisiez allusion, elle doit entrer en vigueur le 1er octobre, là aussi on en a beaucoup parlé au Congrès. Ça veut dire que ça y est, on arrive au bout, il y a encore un certain nombre de textes que vous allez devoir adopter ? Il y a de nombreux textes qu'on va devoir adopter, dont deux importants à mes yeux. Le premier, c'est la modification de ce fameux article 19 de la loi compétitivité qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui avait fait réagir beaucoup de monde, qui est de toute façon réglementairement inapplicable tel qu'il est rédigé aujourd'hui et qui doit donc faire l'objet d'une modification. Et le texte que le gouvernement a adopté, a présenté mardi dernier au gouvernement, mais qui n'a pas été adopté, qui a été reporté, ne paraît pas convenir aux partenaires sociaux et devra, je suppose, faire l'objet encore de discussions. D'autres textes qui me paraît essentiel, c'est tout le texte qui concerne les remboursements des stocks des entreprises, puisque vous savez que le principe de la TGC, c'est qu'on supprime finalement toutes les taxes à l'importation pour les remplacer par une taxe générale à la consommation. Sauf qu'au moment du passage de la TGC à taux plein, des entreprises auront en stock des marchandises qu'elles auront forcément achetées auparavant et donc qui auront subi des taxes à l'importation. Donc le principe, c'est de rembourser ces taxes à l'importation aux entreprises de manière à ce qu'elles les désengagent de leurs produits pour ensuite appliquer la TGC à venir. Tout cela dans l'optique d'empêcher une inflation par l'application d'une double taxation sur les produits concernés. Alors ça, le texte a été préparé par le gouvernement. Le texte a été préparé par le gouvernement, mais aujourd'hui, il n'est toujours pas arrivé sur le bureau du Congrès. Or, c'est à mon avis essentiel avant le passage de la TGC au 1er octobre à taux plein. Et enfin, il y a un dernier texte quand même. C'est au niveau de la commission que ça doit être examiné. Ça sera d'abord examiné en commission, bien entendu, comme tout texte. Il y a d'abord un examen en commission avant d'arriver en assemblée. Donc les délais commencent à être très courts. Il y a un dernier texte qui est fondamental, et qui n'est toujours pas arrivé sur le bureau du Congrès, c'est le texte qui acte les taux définitifs à taux plein, donc à partir du 1er octobre. Vous savez qu'aujourd'hui, la TGC est déjà mise en œuvre, mais à taux réduit. Le 1er octobre, ce seront les taux pleins. Et ça, c'est une délibération du Congrès qui doit les arrêter. Au jour où je vous parle, j'ai toujours pas cette délibération sur le bureau du Congrès. Donc on est censé mettre en œuvre cette taxation au 1er octobre, mais j'ai un peu le sentiment que là, les délais deviennent de plus en plus contraints. Vous êtes en train de nous dire qu'on pourrait avoir un nouveau report de l'entrée en vigueur de la TGC ? C'est difficile à imaginer malgré tout, parce qu'un nouveau report, c'est une loi du pays. Une loi du pays, c'est des délais encore plus longs
qu'une délibération. Et là, par contre, je crois qu'on n'a plus le temps de prendre une loi du pays qui reporte à nouveau les délais, d'une part. Et d'autre part, là, je crois que ça serait surtout un très mauvais message envoyé au monde économique et aux partenaires sociaux en général. Rappelez-vous, que ce soit les syndicats ou que ce soit les syndicats d'employeurs, les syndicats de salariés ou les syndicats d'employeurs, tout le monde a insisté pour que cette taxe se mette en œuvre au 1er octobre. Donc si d'aventure le gouvernement essayait de repousser à nouveau la date d'une manière que j'imagine pas aujourd'hui, ça risque de provoquer des réactions assez fortes. Mais il reste plus que 2 mois Mais il reste 2 mois. D'ici le 1er octobre. À part les textes et les séances que vous présidez, il y a aussi un autre axe que vous avez voulu donner au Congrès, c'est continuer la relation avec d'autres assemblées un peu partout dans le monde, et notamment, la dernière fois que vous êtes venu, vous partiez pour le Québec, pour l'association parlementaire francophone. Ça y est, le Congrès en est adhérent ? Le Congrès donc a été officiellement adhérent au Québec, à l'association parlementaire francophone, à l'occasion donc de l'Assemblée générale de l'association au Québec. Et j'en suis très heureux. Je me suis déplacé pour aller sur place à cette occasion-là. On a été très très bien reçus et ça a été surtout l'occasion d'évoquer des sujets qui me paraissaient vraiment intéressants. D'une part, comment faire en sorte que les populations en général soient un peu plus acteurs dans l'élaboration des différents textes soumis aux assemblées. Ça c'est une chose. Et le deuxième thème, c'était comment faire en sorte que les minorités, quelles qu'elles soient, puissent être un peu plus représentées au sein des différentes assemblées. Donc il s'agit bien d'une association internationale. Donc on avait des présidents d'assemblées d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Pacifique. Donc leur point commun, c'est d'être francophone. Leur point commun, c'est d'être francophone, c'est de défendre donc la langue française et de défendre les principes qui accompagnent la langue française, c'est-à-dire la démocratie, les principes démocratiques dans les différents pays concernés. Mais après, au-delà de ça, ces différentes thématiques qui sont utilisées, qui vont en lien avec le principe démocratique. Et là, des échanges très intéressants. Moi, j'ai présenté le système institutionnel calédonien, et ce qui les a plus intéressés, c'est notre Sénat coutumier. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils découvraient. Et dans de nombreux pays, ils ont aussi des minorités, finalement, qu'ils n'arrivent pas à faire participer à la vie institutionnelle de leur pays. Et cette solution d'une structure, finalement, connexe à l'Assemblée elle-même, mais qui avait son mot à dire sur un certain nombre de sujets liés à leur représentation, ça les avait beaucoup intéressés. Moi, j'ai été de mon côté intéressé par les présentations qui ont été faites en particulier par le Parlement suisse et le Parlement belge, qui ont développé des systèmes de plateformes collaboratives sur Internet, ou pour le Parlement suisse, qui vont du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la population elle-même peut proposer des textes à l'Assemblée du Parlement suisse et par des plateformes collaboratives, c'est-à-dire des échanges ensuite entre les uns et les autres sur cette plateforme, aboutir à un projet de texte qui est ensuite présenté à l'Assemblée, au vote de l'Assemblée. Les Belges ne sont pas allés jusque-là. Eux ont mis en place un système qui, après avoir voté un texte, celui-ci est mis à l'avis finalement de la population, et la population peut donner son avis et voire faire des propositions d'amendement, et en fonction des propositions qui sont faites, l'Assemblée éventuellement en débat à nouveau. Mais vraiment, ça a été des échanges vraiment très intéressants. Vous parlez de plateforme collaborative. Ici, ça a été essayé pour la proposition sur les valeurs partagées. Ça s'appelle plus charte des valeurs. Je crois que c'est la proposition sur les valeurs partagées des Calédoniens. Apparemment, ça n'a pas eu un grand succès. Ça vous a étonné ? C'est ce que je constate aussi. Ils n'ont pas eu beaucoup de contributions de la part des uns et des autres, ni des associations, parce qu'il y avait une double démarche. Il y avait une démarche de consultation de différentes associations et une démarche de consultation de la population. Ce que j'en ai lu des retours des uns et des autres, d'abord, me paraissait un petit peu, disparate. Il n'y avait pas de... Je ne sais pas comment ce groupe qui se réunit aujourd'hui et qui est censé justement prendre en considération ces propositions va les intégrer, parce que ça partait un peu dans tous les sens. Et puis surtout, il n'y en avait pas tant que ça. Un certain nombre d'entre elles même étaient à côté de la plaque, entre guillemets, sur les réponses qui étaient apportées. Donc, ça veut dire que sincèrement, ça n'a pas eu un succès ça ne semble énorme. Pas intéresser vraiment les Calédoniens comme tel. J'ai pas le sentiment que ça a intéressé beaucoup les Calédoniens, ou peut-être dans des milieux très fermés. Et
pense pas qu'on puisse maintenant considérer que ce soit quelque chose dont se sont appropriés les Calédoniens et Calédoniennes. Alors vous le disiez, ce fameux groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir est réuni depuis ce matin. Ils se sont réunis toute la journée au commissariat. Ils sont 7 autour de la table. À l'origine, on parlait du G10. Vous en êtes partis, ainsi que Pierre Frogier, ainsi que Sylvain Baquès. Finalement, vous ne regrettez pas de ne pas y être ? Absolument pas. Je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'on est dans le temps aujourd'hui des positionnements. Le temps du dialogue viendra. Mais aujourd'hui, ce dont ont besoin les Calédoniennes et les Calédoniens, c'est de gens qui leur disent des choses clairement. Autant je respecte, encore une fois, la position des indépendantistes, et je les encourage à la défendre auprès de la population, autant je considère que les partis non indépendantistes doivent également jouer leur rôle et faire leur travail en allant au plus près de la population pour démontrer l'intérêt et l'intérêt de maintenir une Calédonie française, l'intérêt en termes de paix civile, l'intérêt en termes de prospérité, l'intérêt en termes de maintien d'une qualité de vie ici en Nouvelle-Calédonie que nous n'aurions plus en devenant indépendants. Ça, c'est le temps d'aujourd'hui. C'est cette chose-là que les uns et les autres doivent faire. Le lendemain du référendum, quand les Calédoniens se seront exprimés en toute sincérité, en toute connaissance de cause et en toute liberté, le lendemain, en fonction du résultat du référendum, je l'espère, le lendemain du premier référendum, sans attendre un deuxième ou un troisième, en fonction du résultat du premier référendum, il sera temps de se mettre autour de la table et de discuter à ce moment-là. C'est complètement illogique d'entamer des discussions qui, très sincèrement, les rares fois où j'ai participé à ce groupe, ressemblaient davantage à des négociations qu'à des discussions, de le faire maintenant, avant que les Calédoniens ne se prononcent. Je crois qu'on doit respecter le choix des Calédoniens, et la moindre des choses, c'est de leur laisser faire ce choix, sans biaiser d'une manière ou d'une autre le résultat potentiel de ce référendum. Et le lendemain, à ce moment-là, se mettre autour de la table. Et pour finir, excusez-moi, Madame Noir, on nous reproche justement de ne plus dialoguer, de refuser le dialogue avec les indépendantistes. Vous savez, moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le Rassemblement. Ce reproche fait au Rassemblement, j'ai beaucoup de mal à l'entendre quand tout le monde sait que le Rassemblement a été le signataire quand même des accords, que ce soit de Matignon ou de Nouméa, qui ont permis à la Calédonie de vivre en paix. Les accords, on les a pas signés tout seuls, On les a signés avec des indépendantistes en face de nous et des représentants de l'État. C'est bien le Rassemblement qui l'a fait, d'une part. Quand je sais tout le travail qu'on a fait en 2010, 12, 13, 14, pendant les 8 dernières années pour essayer justement de créer ces chemins du dialogue, comme je le disais tout à l'heure, avec un certain nombre de gestes pour inciter les indépendantistes à aller dans le sens de ce dialogue, pour maintenir la Calédonie dans la France et arriver à développer une communauté calédonienne de demain. Quand j'entends tout ça, quand je sais tout ça, et que j'entends qu'on nous dit aujourd'hui, mais vous refusez le dialogue avec les indépendantistes, ça me fait sourire. Vous ne voulez pas recevoir s'il y a bien une capacité de dialogue, elle est bien au sein du Rassemblement, quoi. Mais tout de même, Thierry Santa, pour conclure, et je suis obligé de vous poser la question, est-ce que votre décision de quitter le G10, est-ce que ça va pas vous coûter la présidence du Congrès ? Et est-ce que vous y pensez ? Je crois qu'il faut poser la question aux représentants de Calédonie Ensemble. On verra en fonction de ce qu'ils vont déclarer, j'imagine, dans le week-end, parce qu'il va bien falloir qu'ils prennent position d'ici là, avant l'élection du président du Congrès. Réponse lundi matin, donc, et puis on rappelle que il ne s'agit pas seulement d'élire le président du Congrès, mais vous renouvelez en fait l'ensemble du bureau. Toutes les instances du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le président, les vice-présidences, questeurs, secrétaires, les commissions, les présidences de commissions, tout est renouvelé chaque année. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci à vous, merci de l'invitation.